Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping qui se trouve à Pretoria en visite d'État en Afrique du Sud. Il s'agit de la seconde visite de Xi dans la nation arc-en-ciel en tant que président chinois. Lors de leur entretien après la cérémonie d'accueil, les présidents Xi et Zuma ont discuté des moyens d'améliorer le partenariat stratégique global entre les deux économies émergentes. Les deux dirigeants ont participé à la signature d'une série d'accords de coopération ayant trait à l'économie, la culture et la technologie. Une grande cérémonie d'accueil avec 21 tirs de canon à l'Union Buildings. Le président chinois Xi Jinping a été chaleureusement accueilli par son homologue sud-africain Jacob Zuma. Au cours de leur discussion, les deux dirigeants d'État ont convenu d'élever les liens bilatéraux en mettant totalement en place le plan stratégique de coopération sur 5 et 10 ans. Soulignant la coopération bilatérale progressive entre les deux pays, Zuma a salué davantage d'investissements venant de Chine. Il a espéré que les deux parties pourront créer davantage de liens entre des secteurs tels que les échanges humains, la technologie, l'énergie, les produits marins, l'aviation commerciale et le financement. Lors de nos discussions aujourd'hui, le président Xi et moi-même avons fait part de notre satisfaction quant au progrès que nous avons accompli avec la mise en place de projets identifiés. Le président Xi s'est fait l'écho de ce sentiment, déclarant que le partenariat stratégique compréhensif entre la Chine et l'Afrique du Sud avait connu un bel élan avec une confiance politique améliorée et des coopérations pragmatiques accrues dans plusieurs secteurs. Il déclare que cela a apporté des bénéfices tangibles aux deux peuples. Nous partageons la vision que les deux parties doivent continuer à avoir et promouvoir les relations sino-africaines à partir de perspectives stratégiques à long terme. Nous devons maintenir des échanges étroits de haut niveau, renforcer le partage de l'expérience de gouvernance de même que sur les questions d'inquiétude majeures et étendre la compréhension et le support mutuel. Après Pretoria, Xi se rendra à Johannesburg participer à un forum du sommet de la coopération Chine-Afrique du Sud ayant pour thème Afrique-Chine, avancer ensemble, une coopération gagnant-gagnant pour le développement commun. À Pretoria, le président chinois Xi Jinping a également rencontré la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Xi Jinping a déclaré que la Chine attachait une grande importance au développement des relations avec l'Union africaine. Il a ajouté que les deux parties devaient accroître la confiance politique mutuelle, améliorer les mécanismes de dialogue et bâtir un partenariat stratégique. Il a indiqué que la Chine soutenait pleinement les efforts de l'Union africaine pour mettre fin aux pénuries d'infrastructures et de personnel dans la région et qu'elle allait renforcer sa coopération dans les domaines du contrôle sanitaire et des échanges culturels. Zuma remercie la Chine pour son aide à l'Afrique, en particulier dans la lutte contre le virus Ebola. Il a précisé que l'Union africaine était disposée à renforcer sa coopération avec la Chine. Le sommet Chine-Afrique doit s'ouvrir vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le sommet de cette année marque le 15e anniversaire de l'établissement du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est aussi la première fois que le sommet est organisé en Afrique. Les représentants africains en Chine se rappellent des grands accomplissements faits dans le passé et affirment qu'ils s'attendent à ce que le sommet de cette année crée une plateforme pour favoriser plus de coopération à l'avenir. 15 années se sont écoulées. Les Africains disent que leur collaboration avec la Chine a donné de grands résultats. Et ils en attendent encore plus durant ce sommet. Vous savez, le bilan est très facile à faire. Il suffit de voir les grands agrégats. Entre 2000 et 2015, en 15 années, le nombre de projets, le montant des investissements, le nombre de cadres africains qui ont été formés en Chine, le nombre d'opérateurs économiques, mais aussi dans le domaine de la santé qui opèrent en Afrique. Je crois que le bilan est largement positif. L'ambassadeur estime que plusieurs autres secteurs pourraient bénéficier de plus de collaboration. Indéniablement dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des pêches, dans le domaine de l'environnement. C'est une question globale importante. La Chine est largement impliquée dans ce domaine. On le voit tous les jours en Chine.
Nous sommes à la veille de la grande conférence, la COP 21 à Paris, et le Maroc a un rôle particulier puisque c'est lui qui va accueillir la COP 22. Les ambassadeurs africains disent attendre beaucoup de ce sommet, le premier à être organisé en Afrique. D'abord, c'est un sentiment de fierté en tant qu'Africain que ce soit un de nos pays qui reçoive cela, et ce sommet. En témoigne la présence déjà signalée de plus de 40 chefs d'État qui seront donc présents. On s'est dit tout l'intérêt que suscite aujourd'hui ce sommet. La délégation ivoirienne sera conduite par le président de la République, avec le ministre d'État et le ministre de l'intégration africaine. Nos attentes sont énormes. Nos attentes sont énormes par rapport à ce sommet parce que je vous disais tout à l'heure que le président Ouattara a entamé son deuxième mandat. La Côte d'Ivoire est le seul pays du genre sur le continent africain. Plusieurs autres espèrent développer leur économie et améliorer la qualité de vie de leurs citoyens en coopérant davantage avec la deuxième économie du monde. Les mesures de renforcement des liens commerciaux bilatéraux entre la Chine et l'Afrique seront annoncées dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvre dans 2 jours à Johannesburg. Le sommet a pour but l'augmentation des volumes d'investissement et d'échanges industriels entre la Chine et l'Afrique. Nombreux pays du continent africain connaissent actuellement des difficultés liées au ralentissement de l'activité économique de la Chine, qui constitue son principal partenaire commercial. Cette année, la Chine a dévalué sa monnaie et basculé vers une économie de consommation. Le ralentissement de la demande au sein de la seconde économie mondiale a affecté de nombreux pays d'Afrique. Mais les dirigeants africains espèrent que le Forum sur la coopération sino-africaine explorera de nouvelles pistes de croissance. C'est l'une des raisons pour laquelle l'industrialisation est à l'ordre du jour, car il en va de l'intérêt de la Chine et des pays africains de mettre à profit des capacités manufacturières et les ressources locales afin d'industrialiser l'Afrique. Malgré une croissance en berne dans les 2 régions, la Chine et l'Afrique veulent renforcer leurs relations commerciales. En 2014, ce partenariat représentait 220 milliards de dollars, dont la majeure partie a bénéficié à l'économie asiatique. Nous souhaitons restructurer le profil de nos exportations. Près de 90% de nos exportations vers la République populaire de Chine sont des denrées premières et nous sommes satisfaits de cette relation. Mais nous souhaitons orienter ce partenariat stratégique vers un système où nous exporterions des produits avec plus de valeur ajoutée. Le niveau d'endettement de nombreux pays africains est également source d'inquiétude. Certains espèrent que la Chine pourra intervenir en leur faveur. Les banques publiques chinoises sont les principales créancières des États africains. Beaucoup de ces prêts sont souscrits avec des garanties souveraines reposant sur le prix élevé de certaines denrées. L'effondrement du prix de ces denrées au cours des 12 derniers mois va sans aucun doute entraîner le rééchelonnement de nombre de remboursements dont les échéances devront être repoussées. La Chine a fait part de son intention d'aider le continent africain dans sa lutte contre la pauvreté et le développement de nouvelles compétences. À l'occasion de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en Afrique du Sud, où il présidera le sommet de Johannesburg du Forum de coopération Chine-Afrique, le réseau des ONG chinoises pour les échanges internationaux, ou CNIE, et l'université sud-africaine de Stellenbosch ont co-organisé mercredi dans la ville du Cap, capitale législative sud-africaine, une série d'événements dans le cadre de l'année de la Chine en Afrique du Sud. Les voix des peuples, l'amitié entre les peuples et la coopération pour les peuples, tels sont les thèmes de ces événements qui incluent un séminaire sur le sommet de Johannesburg, une exposition de photos sur les échanges de personne à personne entre la Chine et l'Afrique du Sud, des expositions de produits artisanaux chinois, des films sur les groupes ethniques en Chine, ainsi que des expositions de calligraphie, de peinture et d'œuvres d'art. Des représentants des ONG chinoises et sud-africaines d'importance, des groupes de réflexion, des médias, des cercles des affaires ainsi que du gouvernement du Cap occidental ont participé aux événements et discuté des véritables opportunités d'échange et de coopération entre les peuples chinois et africains grâce aux nouveaux développements constatés. Lors de ces discussions, ils ont mis l'accent sur la manière de renforcer les échanges humains entre la Chine et l'Afrique.
De petits commerçants, des professeurs, des étudiants et des gens venus de divers milieux ont discuté et échangé leurs points de vue. Le séminaire d'aujourd'hui est une bonne manière de renforcer les liens non gouvernementaux en parallèle avec des activités officielles du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Les participants ont reconnu que l'objectif du sommet de Johannesburg concernant le bien-être de la population montrait qu'il existe un profond alignement entre le concept de développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé, avancé par la Chine, et l'agenda 2063 de l'Afrique, principalement par le biais de son programme décennal. La transformation et l'amélioration de la coopération sino-africaine est d'une signification critique à l'égard de la construction d'infrastructures dans les nations d'Afrique, du développement des ressources humaines, de l'industrialisation et de la modernisation de l'agriculture. Les échanges de personne à personne et la coopération constituent la base et le soutien afin que la Chine et l'Afrique atteignent un développement en commun dans un objectif gagnant-gagnant. La réussite du Forum de coopération Chine-Afrique au cours des 15 dernières années révèle que la volonté du peuple est une condition préalable d'importance pour une coopération sino-africaine réussie. Et c'est seulement en écoutant le peuple et ce que la population pense et ce à quoi elle aspire que la coopération sino-africaine se révélera bénéfique à la population ordinaire. Les relations sino-sud-africaines deviennent très importantes pour le monde entier. Tout le monde le sait bien, tant pour les Sud-Africains que pour tous les Africains. Je trouve qu'il faut porter davantage d'attention aux échanges et aux liens entre les peuples, ainsi cela bénéficiera aux échanges culturels entre les peuples chinois et sud-africains. Les représentants de la société civile sud-africaine ont souligné que les échanges de personne à personne étaient importants car des personnes impartiales peuvent gagner de l'inspiration venant de la splendide histoire chinoise et de sa culture, sans oublier les réussites économiques et sociales accomplies par la Chine depuis la période de réforme et d'ouverture. Ainsi, le peuple africain peut disposer de ressources nécessaires au développement de concepts, de modèles et autres méthodes. C'est uniquement en discutant les uns avec les autres que la Chine et l'Afrique bâtiront une communauté au destin partagé. Les participants ont fait l'éloge des succès du CNIE et du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine dans la promotion des échanges, de l'amitié et de la coopération entre les peuples par le biais du Forum des peuples sino-africains. Ils ont indiqué être prêts à se baser sur l'élan créé par le sommet de Johannesburg en vue de promouvoir les échanges culturels et humains entre la Chine et l'Afrique, de même que la déclaration des propositions pour les échanges sino-africains de personne à personne, de même que la coopération. Ils ont déclaré vouloir contribuer à la mise en place du mémorandum conclu lors du forum dans tous les secteurs. Ils se sont également engagés à créer une impulsion dans la coopération Chine-Afrique et à rendre la traditionnelle amitié Chine-Afrique encore plus dynamique dans cette nouvelle ère. La cérémonie de clôture de l'année de la Chine en Afrique du Sud se tiendra durant le sommet de Johannesburg. En tant qu'ONG, nous savons que les relations entre la Chine et l'Afrique du Sud vont au-delà des relations entre deux États. Il n'y a que l'amitié entre les peuples qui fera perpétuer leurs relations. Depuis des années, nous travaillons beaucoup dans les domaines concernant la jeunesse, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions médicales et dans le domaine de l'agriculture. Notre objectif est de prendre l'amitié entre les peuples. Près de 55 ans après le début de leurs relations diplomatiques, la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo ne faiblit pas. Elle prend aujourd'hui, comme nous allons l'entendre dans un instant, des formes multiples. En fait, la coopération avec la Chine a évolué. Au début, c'était une coopération d'État à État. Je me rappelle quand je suis parti pour négocier, c'était pour la construction de ce palais du peuple, pour la construction du stade, mais là c'était des dons d'État à État. Tandis que maintenant, cette coopération évolue parce que vous avez des entreprises chinoises, vous avez même des privés chinois qui viennent investir. Vous avez les banques chinoises qui interviennent dans le financement des projets. Vous avez les entreprises chinoises qui participent aux appels d'offres dans beaucoup de pays africains et qui gagnent. J'ai eu la chance moi-même de donner à une entreprise chinoise parce que j'étais ministre des Travaux publics. Et il y a eu l'entreprise qui a participé à la construction d'une route dans la province orientale.
Donc vous avez vraiment une coopération multiforme et maintenant vous avez même des individus qui viennent en Chine. Lorsque vous êtes ici à la Cité, vous trouvez des Chinois qui ont leur boutique, qui développent des tas de choses et qui apprennent aux Congolais cette manière de vivre en autarcie, c'est-à-dire de pouvoir compter sur soi-même. Le groupe des 77 et la Chine ont appelé les pays développés à respecter leurs engagements dans le combat contre le changement climatique. Ces obligations vis-à-vis de tous les pays en développement sont liées à l'apport de ressources financières, de transfert de technologies et de capacités de soutien de construction. Le G77 représente 134 nations en développement. Dans un communiqué rendu public mercredi à Paris, le groupe a fait savoir que ces obligations légales sont liées à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Le groupe s'est montré inquiet devant les tentatives d'introduction de conditions financières dans le projet d'accord. Le groupe a par ailleurs appelé à un accord sain du point de vue du soutien financier et qui reconnaît les contributions volontaires faites par les pays en développement. Et l'on revient sur la mortelle fusillade qui s'est produite dans l'État de Californie aux États-Unis. Une attaque au centre de services sociaux de San Bernardino avec 14 victimes et 17 autres blessés. La police a confirmé avoir tué les 2 suspects lors des échanges de tirs qui ont suivi. Le premier homme identifié est Zied Rizwan Farouk. Il est âgé de 28 ans. On m'a dit qu'il était né sur le sol américain. La personne qui était avec lui était une femme, elle aussi décédée. Son nom est Tsefin Malik. Elle a 27 ans. Je n'ai pas d'informations supplémentaires sur son lieu d'origine. Le chef de la police a indiqué que Farouk et Malik semblaient être les 2 seuls tireurs impliqués. Il a déclaré que les 2 étaient peut-être mariés ou du moins en couple. Farouk était employé du comté et participait à une fête de vacances au centre régional d'Inland avant d'ouvrir le feu lors de la célébration. La police travaille sur de multiples scènes de crime pour cette enquête, dont une maison dans le voisinage des Redlands, qui serait connectée aux assaillants. La motivation de l'attaque demeure inconnue, mais la police n'a pas exclu la possibilité d'une attaque terroriste. Selon une étude réalisée par un institut privé, l'activité du secteur tertiaire chinois ralentit sur le mois de novembre du fait d'une baisse du nombre de commandes. L'indice des directeurs d'achat Caixin Market a chuté à 51,2 en novembre, alors qu'en octobre il atteignait pour le 3e mois consécutif les 52%. Un indice au-dessus de 50 signifie une croissance de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un nombre inférieur indique une contraction économique. Les analystes expliquent que le développement du secteur des services, qui intervient au moment où l'activité du secteur manufacturier en déclin, est le signe d'une amélioration de la structure économique du pays. Ils préconisent des mesures fiscales et monétaires coordonnées et recommandent d'éviter une intervention massive. L'inclusion du renminbi dans les DTS est une bonne nouvelle pour les exportateurs chinois, car il devrait augmenter l'utilisation du yuan comme monnaie de règlement, ce qui va donc diminuer les risques des exportateurs. Dans le sud de la Chine, Shenzhen est l'un des centres mondiaux de fabrication de drones civils. Astar Technologies est un fabricant de drones qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'export. Mais sa marge bénéficiaire est parfois grignotée par les variations de taux de change. Prenons ce drone par exemple. Notre marge brute est d'environ 12 points et nous devons le livrer sous 45 jours. Si le yuan augmente contre le dollar de 5 points durant cette période, nous perdons 5 points de profit. Cela signifie 0 bénéfice net pour notre société. La Chine est actuellement le premier pays au monde en termes de commerce international, mais la plupart de ses transactions sont libellées en dollars. La marge des exportateurs chinois est mince et la fluctuation des taux de change s'y répercute directement. C'est pourquoi la plupart des entreprises de Shenzhen sont ravies de l'inclusion du renminbi dans le panier de devises du FMI. L'instabilité des taux de change pesait fortement sur nos bénéfices et notre budget, et cela nous a rendus indécis quand il a fallu investir dans des marchés étrangers. Et d'ajouter que l'inclusion du yuan permettra de réduire les risques à l'export et facilitera les investissements à l'étranger. Par contre, cela une fois seulement que le renminbi sera utilisé à une plus grande échelle dans les transactions internationales.
Le nord-est de la Chine compte en grande partie sur le chauffage au charbon pour combattre le froid de l'hiver. Au début novembre, pendant que les maisons commencent à utiliser du chauffage, la qualité de l'air atteint des niveaux extrêmement dangereux à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning. Mais est-ce qu'on peut trouver une alternative au système qui existe depuis plus de 50 ans? La réponse dans ce reportage. Avec l'hiver qui est déjà bien installé, les habitants du nord-est de la Chine rentrent dans leur maison bien chaude après une longue journée de travail. Ce niveau de confort est possible grâce à un système de chauffage au charbon. Mais cela veut aussi dire qu'il faut inhaler de l'air toxique lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Chaque année pendant l'hiver, les gens du nord-est du pays utilisent leur système de chauffage alimenté au charbon. Les villes sont souvent complètement enveloppées par le smog. Mais existe-t-il une alternative au charbon? Et si c'est le cas, est-ce que cela est viable économiquement? Voici un immeuble résidentiel typique dans le nord-est de la Chine. La chaleur provient d'une chaudière alimentée au charbon. Plus la maison est chaude, plus il y a de particules polluantes dans l'air. L'utilisation de l'électricité est une solution. Un groupe d'écologistes à Shenyang a remplacé la vieille chaudière à cette station. L'investissement initial qui ne compte pas les coûts d'entretien, l'usure et le remplacement de l'équipement s'élève à environ 200 yuan par mètre carré par ménage. Un mois après le début du projet, les données montrent que la qualité de l'air de la zone s'est améliorée de façon importante. Même si 200 yuan ou 31 $ américains ne semblent pas être une grosse somme, essayez de multiplier par 270 millions de mètres carrés le total de la superficie occupée par les ménages de Shenyang. Si on remplace le charbon par l'électricité, les gens vont devoir payer 2 fois plus cher qu'à l'heure actuelle. Et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Wang Qinglin est conseiller provincial et a soumis plusieurs propositions en lien avec ce projet. Les factures d'électricité des stations de chauffage rendent plus difficile la promotion du projet. Si un prix préférentiel pour l'électricité peut être accordé par les autorités au niveau national, le projet sera beaucoup plus intéressant. Pour une région comme le Nord-Est dont l'économie traverse une période difficile, la question reste de savoir comment les gens peuvent se garder au chaud sans avoir à vivre en permanence dans un épais brouillard toxique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.